Bonjour à toutes et à tous. Alors normalement j'avais un live de prévu avec Kairora sur le thème qui était prévu, c'était la thérapie versus le coaching. Quelles sont les différences entre thérapie et coaching? On a commencé ce live et finalement l'internet de Kairo en Thaïlande, parce qu'il y avait une tempête, c'était pas suffisamment bon, donc on a dû interrompre le live. Il est reprogrammé dimanche à 11 heures. Et il sera dispo en replay, etc. Donc désolé pour ce contretemps. Je viens de discuter avec Kairo au téléphone, il n'y avait pas moyen de faire autrement. Donc le rendez-vous est reporté à dimanche. Du coup, comme j'ai encore un peu de temps, je vais faire le fameux live que je voulais faire sur la naturopathie. Parce que vous avez été plusieurs à m'envoyer des questions cette semaine. Parce que j'ai parlé donc de la sortie de la nouvelle version du livre La naturopathie pour les nuls, qui est donc maintenant avec une nouvelle couverture toute belle. Et à l'intérieur, il y a du bleu et du noir, et plus seulement du bleu, plus seulement du noir. Donc en fait, il est plus lisible. Voilà, ils ont fait du beau travail pour pouvoir le rendre encore mieux. C'est sa troisième, son troisième relooking, troisième saison, troisième look depuis qu'il est sorti en 2016. Donc il y a aussi un concours qui est en ce moment avec les éditions pour les nuls, donc la collection pour les nuls chez les éditions First, et il y aura la réponse au concours à la fin de la semaine. Donc, j'en profite pour faire un petit topo sur la naturopathie, parce que j'en parle pas souvent sur mon compte, et en même temps c'est ma base, parce que ça fait des années que je suis naturopathe, ça fait des années que je le pratique pour moi, et même si c'est plus mon activité principale dans la vie, professionnelle, parce que je reçois plus en cabinet de naturopathie, parce que maintenant j'ai fait d'autres activités, ça reste ma base, ça reste une passion, ça reste quelque chose qui m'intéresse profondément, et donc je vais en parler aujourd'hui un petit peu et répondre aux questions que j'ai reçues. Donc d'abord, pour les gens qui ne savent pas, la naturopathie c'est une médecine traditionnelle naturelle, c'est une médecine traditionnelle ancestrale qui est reconnue par l'OMS. En même temps, l'OMS maintenant, je veux dire, l'OMS, je ne crois plus du tout ce qu'ils nous racontent depuis cette année. Donc, qu'elle soit reconnue par l'OMS ou pas, on s'en fout. Elle existait avant l'OMS et elle existera après l'OMS. C'est une médecine préventive qu'on pourrait mettre sur le même plan que la médecine ayurvédique en Inde ou la médecine traditionnelle chinoise en Chine. Et donc, c'est une médecine de bon sens qui repose sur des piliers de santé qui sont de bon sens et qui sont empiriques, et qui sont plus ou moins scientifiques parce que certaines choses ont été prouvées scientifiquement et d'autres ont été prouvées empiriquement. Ce sont des médecines, donc les trois grandes médecines naturelles du monde, sont des médecines qui reposent sur des grands principes qui sont un repos de qualité, avec une vraie restauration du corps, une vraie restauration émotionnelle, une vraie restauration mentale, donc super important. Le repos, c'est pas seulement le sommeil la nuit, mais c'est aussi la capacité de réguler son système nerveux dans la journée, de faire des pauses, de respirer, de réussir à se poser. Pour moi qui viens avec un background au moins 25 ans de problèmes de sommeil, pour moi ça a été super dur et il a fallu que je comprenne que mes journées conditionner mes nuits et que je comprenne que j'avais des choses que je pouvais réaliser dans la journée pour pouvoir être en forme et pour pouvoir passer des meilleures nuits et donc des meilleures journées. Donc ça a été du gros boulot pour moi. Ça, je l'ai appris grâce à la naturopathie. Donc ça, c'est un des piliers, c'est le ressourcement. Le pilier numéro 2, c'est l'alimentation. Alors, dans un ordre ou dans un autre. L'alimentation, une alimentation de qualité qu'on digère bien. Donc une alimentation qui est pleine de vitalité, pleine de fruits, de légumes, de choses qu'on digère bien. Alors on n'a pas tous et toutes les mêmes capacités digestives, on n'a pas tous et toutes les mêmes intolérances, mais par contre il y a quand même des grandes lignes qui sont des évidences. Manger plutôt bio, manger plutôt des choses fraîches et pas des choses qui sont transformées ou pas des choses qui ont traîné dans le frigo pendant 3 semaines, qui sont complètement flétries, ratatinées, mais plutôt des choses qui sont pleines de vitalité, qui est aussi du bon sens. Pas trop cuire les aliments pour ne pas perdre complètement, dénaturer ce qu'ils étaient à la base, et éviter un maximum toutes les choses qui ont été pré-préparées, cuites, recuites, re-recuites, qui ont perdu en fait toute la vitalité.
ce qui est logique. Mais on vit dans un monde qui a perdu la logique, où en fait on est allé trop loin et on a perdu tout ça. Ce qui est important aussi en termes d'alimentation, c'est de se reconnecter à ses sensations. Et donc un bon naturopathe, ce qu'il fait, c'est qu'il ne fait pas la liste bêtement des aliments interdits, des aliments autorisés, etc. Il permet à la personne d'avoir une meilleure écoute de ses réactions digestives pour pouvoir trouver les aliments qui lui conviennent vraiment. Les aliments qui fonctionnent pour la personne, les aliments qui lui donnent de l'énergie, les aliments qu'elle va bien digérer. Et souvent, il n'y a plus d'écoute. Souvent, ce qui se passe, c'est que les gens, ils écoutent bêtement ce qu'on leur a dit. Ils ont l'impression que ça, c'est bien parce qu'ils l'ont lu dans un livre, mais en fait, ce n'est pas forcément bien pour eux, pour leurs sensations physiques. Donc, notre boulot en tant que naturopathe, c'est d'aider les gens à réécouter ce qui est juste pour eux, pour qu'ils puissent faire le chemin d'autonomie, de se nourrir correctement. Dans l'alimentation, je vais aussi ajouter la composante bien digérer, parce que bien manger, c'est super, mais bien digérer, c'est encore mieux. Et donc bien digérer, c'est en lien avec plein d'autres choses. C'est en lien avec le rythme biologique, c'est-à-dire à quelle heure on mange, est-ce qu'on mâche bien, est-ce qu'on prend notre temps, est-ce qu'on est un peu ennuyé quand on est en train de manger, ou est-ce que la tête est trop occupée. Et du coup, le système digestif ne peut pas reprendre ses droits et ne peut pas travailler correctement, parce qu'en fait, on n'a pas mangé au bon moment, on a mangé quand on était énervé. Tout ça, ce sont des choses qui sont logiques et de bon sens, mais encore une fois, c'est important de les répéter parce que souvent, on a tendance à l'oublier. Ou alors, on est occupé, on va regarder un truc. Je regarde beaucoup de documentaires en ce moment et il y a des choses qui sont énervantes. Et si je mange en même temps que je regarde un documentaire énervant, potentiellement, ma digestion, elle ne va pas être tip-top. Ce qui est important aussi, c'est tout le process d'aller aux toilettes. Et donc en naturopathie, on parle beaucoup de caca, donc c'est très important. C'est important d'aller aux toilettes tous les jours et de ne pas avoir trop d'épisodes de diarrhée ou de constipation ou d'alternance entre les deux. Et c'est très 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 courant aujourd'hui d'avoir une alternance entre les deux parce que l'intestin est irrité. Irrité par quoi ? Par l'alimentation qui ne correspond pas forcément, irrité par le stress, irrité par des intolérances, irrité pour plein de raisons. Et donc du coup, en naturopathie, on règle ce problème-là. Parce qu'une grande partie de nos problèmes digestifs, de nos problèmes dans la vie, de nos troubles de santé, viennent de troubles digestifs. Je lisais encore un article il y a quelques semaines qui disait que la plupart des gens qui ont des cancers ont souffert pendant longtemps de constipation dans leur vie. Et ce n'est pas étonnant parce qu'en fait, bien sûr, le cancer, comme beaucoup d'autres maladies, c'est multifactoriel, mais souvent, les maladies, elles vont intervenir, elles vont être là. Alors, elles arrivent rarement du jour au lendemain. C'est un processus long, en fait, où la maladie, elle va s'installer. Donc, en naturopathie, on ne dit pas « je suis tombée malade, j'ai pas de chance ». On dit plutôt « je suis devenue malade parce que mon terrain a permis à la maladie de s'installer ». Donc, c'est beaucoup plus responsabilisant. Et ensuite, là où je voulais en venir, c'est que donc souvent, quand on a des maladies qui s'installent, il y avait des problèmes digestifs à la base qu'on aurait pu régler avant et peut-être que ça aurait évité que la maladie plus importante s'installe. Donc ça, c'est super important. Donc c'est à prendre aussi en compte dans la digestion, dans toute la partie alimentation. Ensuite, donc, on a toute la partie élimination. Donc élimination, il y a l'élimination par la digestion, donc par les selles, mais il y a aussi l'élimination des liquides, donc de l'eau qu'on boit, de l'urine. Donc est-ce que vous buvez suffisamment et quel type d'eau vous buvez? J'en parlais hier parce que j'avais fait des stories. Il faut boire de l'eau qui a été nettoyée. Donc l'eau du robinet, c'est pas suffisant parce qu'en fait elle est propre, mais elle est pleine de métaux lourds, elle est pleine de résidus chimiques, il y a du fluor, il y a plein de trucs dedans. Et tout ça à une quantité infinitésimale. Si c'est tous les jours, si c'est 2 litres par jour, ça va beaucoup impacter notre système, tous nos liquides dans le corps, et on est constitué de 90% de liquides. Donc vous imaginez, si tous nos liquides dans le corps sont tous les jours réinformés avec toutes ces informations-là qui sont épuisantes pour notre système, alors du coup, on ne met pas toutes les chances de notre côté pour être en pleine santé. Donc boire de l'eau de qualité et uriner suffisamment, régulièrement, souvent. Donc élimination, donc les selles, l'urine, la transpiration. Donc super important, transpirer, c'est le truc,
En fait, aujourd'hui, il y a des gens, ils portent des déos antitranspirants, etc., pour pas transpirer, mais c'est une hérésie en naturopathie. En naturopathie, on veut transpirer, on veut que ça sorte, on veut que le corps se débarrasse, et donc c'est pour ça qu'on préconise souvent le sauna, l'exercice physique, tout ça. En fait, il faut se libérer des déchets qu'on a. Les déchets, ils sont issus des résidus de l'alimentation, ils sont créés par le corps qui a du stress, et donc du coup, on crée nous aussi des déchets à partir de notre mode de fonctionnement. Et on a aussi des déchets en termes de pollution. Les pollutions qu'on va inhaler, ingérer, les pollutions, ma chemise, elle a été traitée, et donc elle a de la teinture, etc. Tout ça, c'est des pollutions. Les pollutions ménagères, les pollutions à la maison, tout ça. Donc, c'est beaucoup, hein. Mais on a tout le temps plein d'interactions avec des produits toxiques. Et le corps, il peut s'en débarrasser si on lui offre des opportunités d'avoir des portes de sortie. Et il est content quand on le fait. Donc le sauna, moi, c'est vraiment c'est mon truc de prédilection. Parce que je ne suis pas une grande sportive, donc je fais un petit peu de sport parce que je sais qu'il faut en faire. Mais ce n'est pas vraiment mon truc, donc j'ai plutôt tendance à aller régulièrement au sauna. L'élimination, donc j'en étais sur les portes de sortie. Une autre porte de sortie, c'est l'expiration du CO2. Donc naturellement, en fait, quand on respire, on expire des déchets. Et c'est important de bien respirer pour bien expirer nos déchets, pour pouvoir bien s'en débarrasser. Donc apprendre à bien respirer, ça s'apprend en fait, surtout qu'on a été nombreux et nombreuses à contenir notre respiration et pas à s'autoriser une respiration pleine et entière qui nous permet vraiment de nous libérer. Et ça, ça se travaille en fait. Moi, je l'ai beaucoup travaillé avec un kiné. Ça m'a fait beaucoup de bien pour travailler toute ma respiration diaphragmatique. Et puis ouvrir plus grand. Et puis aujourd'hui, je vis avec Christian qui fait du breathwork. Donc le breathwork, c'est plutôt une technique de respiration sur 45 minutes, 1 heure, où on va très profondément pour libérer. Alors ça libère à la fois la respiration et ça libère à la fois aussi les émotions. Donc ça agit à plusieurs niveaux. Donc ça, c'était pour les portes de sortie. Et alors les femmes, elles ont une porte de sortie en plus, c'est les règles. Et donc les règles, c'est aussi une opportunité de nettoyage du corps, 1 fois par mois. Et il faut laisser faire, pour que le corps puisse avoir l'occasion de se nettoyer à chaque fois. Alors tout ça, moi avant, je ne le savais pas. Donc pendant 12 ans, j'ai pris la pilule. Et pendant 5 ans, j'ai pris une pilule qui ne faisait pas de règles. Parce que je n'avais pas envie d'avoir mes règles. Et pour les médecins, c'était normal. Pour ma gynécologue, c'était normal, tout ça. Et puis quand j'ai découvert la naturopathie, il a fallu que je comprenne que en fait tout ça c'était fini et qu'il fallait bien que je dise de nouveau coucou à mes règles et que je les autorise à revenir. Ce qui n'a pas été facile pour moi parce que j'ai un comportement très... mon côté masculin est très présent dans ma vie. Je suis beaucoup dans le faire, etc. Et accueillir les règles, ça a été une reconnexion avec mon féminin, une reconnexion avec le cycle de la vie, une reconnexion aussi avec une puissance que peut-être j'avais décidé de mettre de côté parce que je pensais que la puissance masculine était plus intéressante que la puissance féminine. Et puis finalement, après, ça m'a permis de faire une rencontre entre les deux qui s'est plutôt bien faite puisque ces dernières années, j'ai trouvé plus d'équilibre, plus d'épanouissement, plus de succès, plus d'écoute de moi en me reconnectant à tout ça. Alors comment j'ai fait pour ça? J'ai aussi accueilli la symptothermie dans ma vie. Donc la symptothermie, c'est la méthode des indices combinés où on apprend en fait à comprendre les phases du cycle pour pouvoir accueillir chacune des étapes et comprendre quand on est fertile et quand on n'est pas fertile pour pouvoir avoir une gestion comme ça de notre fertilité, en fait un contrôle qui se fait vis-à-vis des dates et vis-à-vis des symptômes physiques qu'on a à chaque moment du cycle. Donc moi je me suis formée en 2012 avec Mylène Clichy qui a écrit des livres sur ce thème. Et puis maintenant, je recommande beaucoup Amandine Coteau, Émilie Vartel et plein d'autres femmes qui font ça super bien pour enseigner aux autres femmes à comprendre leur cycle et à être autonomes, à se sentir libres vis-à-vis de tout ça et accueillir leurs règles avec le plus de fluidité possible. Donc ça, c'est pour la partie élimination. Et puis ensuite, il y a le mouvement, dont j'en ai parlé un petit peu avec l'élimination, mais qui est aussi très importante parce qu'en fait, dans le mouvement, il y a d'autres choses que l'élimination. Il y a notamment le fait d'avoir un bon système ostéomusculaire, le fait que quand on fait du sport, en fait, le muscle
appuie sur l'os et ça permet de créer un os plus fort. Et donc ça aussi, c'est une des raisons pour laquelle de temps en temps je fais de l'exercice physique, c'est pour avoir une ossature qui soit plus solide pour mes vieux jours. Et donc ça, c'est super important. Et puis le sport permet aussi de faire circuler toutes les informations partout dans tous les systèmes et de faire communiquer en fait tous nos systèmes entre eux. Le secret d'une bonne santé, c'est que les 11 systèmes du corps communiquent bien entre eux et qu'il n'y ait pas des blocages, qu'il n'y ait pas des adhérences, des choses qui sont trop collées ensemble ou des choses qui ne sont pas connectées. Et donc du coup, il y a vraiment besoin de restaurer cette information globale, en fait, qu'elle circule en continu. Ensuite, prochaine étape, en naturopathie, il y a autre chose qui est très important, c'est l'équilibre psycho-émotionnel. Et c'est aussi important que manger une alimentation de qualité, aussi important que le mouvement, que l'élimination, et aussi important que l'équilibre veille-sommeil et d'avoir un bon repos. Parce qu'on peut tout bien faire sur le papier, le reste, et ça je pense aux gens qui ont un peu le profil un peu bon élève et qui se disent je vais manger comme ça, je vais me coucher à telle heure, je vais faire du sport 4 fois par semaine, etc. Mais par ailleurs, s'il y a du stress, s'il y a des choses qui sont délicates émotionnellement, mentalement, alors on n'est pas libre. Et alors on n'est pas tranquille. Et alors on risque de se faire des maladies. Et là, c'est plus difficile. Excusez-moi, je vais juste fermer une porte parce qu'il y a du bruit à côté de moi. Et j'ai juste besoin d'un peu plus de calme pour finir. Voilà. C'est bon. Ok, donc je continue. L'équilibre psycho-émotionnel. Comment on travaille dessus? Alors on peut le travailler avec la contemplation, passer du temps dans la nature, trouver des espaces qui sont vraiment calmes pour nous, des espaces qui sont tranquilles, qui sont des espaces de détente où on n'est pas tout le temps distrait, pas tout le temps sollicité, parce qu'en fait on est vraiment dans un monde d'hyper-sollicitation et donc le mental il est tout le temps occupé. Donc c'est trouver un moyen de prendre de la distanciation avec le mental pour trouver du calme. Ça peut se faire par des pratiques de méditation comme Vipassana. Donc Vipassana, c'est une pratique méditative en fait d'observation des pensées, les laisser passer, observation des sensations, observation des émotions, observation de l'impermanence de tout ça. Et il y a des stages qu'on peut faire en France et partout dans le monde, des stages Vipassana. Et puis, donc ça peut se faire par tout simplement la contemplation de la vie, donc pas être occupé. Ça peut être donc par des stages de méditation, une pratique de méditation au quotidien pour se distancier de tout ça. Ça peut être par un travail psychothérapeutique avec un accompagnement avec un professionnel pour aller travailler tout ce qui a créé des nœuds, tout ce qui est difficile, pour aller travailler tout ce qui a besoin d'être libéré émotionnellement parce que souvent, on a eu des couches et des couches et des couches d'événements, de choses dans nos vies qui ont été délicates à gérer. Et c'est comme si on s'était créé à chaque fois des niveaux de stress. Et il faut réussir à trouver le courage d'aller regarder et puis de libérer chacun de ces niveaux-là pour se sentir de plus en plus détoxifié de nos émotions difficiles et de nos pensées parasites. Ça prend du temps, ne pas vous le cacher, surtout quand on a un passé qui n'a pas été facile. Donc moi j'ai eu un passé d'anxieuse, insomniaque, stressée, à vivre dans une famille où je ne me sentais pas connectée émotionnellement, pas comprise. Il y avait beaucoup de tristesse, beaucoup de sentiments d'isolement, tout ça. Et donc ça a été des années de thérapie. Ça a été, j'ai fait plus de 5 ans de thérapie en parlant avec quelqu'un, et puis après encore une thérapie en transgénérationnel, et puis après plus des thérapies émotionnelles, plus des thérapies énergétiques, des choses comme ça. Donc ça dure encore. Hein. Donc ça fait, à mon avis, ça fait bien 10 ans maintenant. Et en même temps, aujourd'hui, je suis une femme, je me considère comme libre et heureuse et épanouie et beaucoup plus créatrice qu'avant. Et finalement, c'est de ça dont il s'agit, c'est de réussir à sortir d'un mode de fonctionnement qui est plus réactif et qui est hyper tendu, hyper stressé vis-à-vis de toutes les situations, etc., avec du mal à s'adapter, pour passer après tout le travail, qu'il soit thérapeutique ou de méditation, ou peu importe,
à un mode de vie qui est plus créatif, qui est plus libre, qui est plus épanouissant, qui est vraiment, oui, qui prend toute la mesure de notre puissance individuelle. En anglais, il y a un mot pour ça, en français, il n'y en a pas. En anglais, c'est empowerment. Et donc, c'est vraiment avoir passé cette étape d'empowerment pour réussir à avancer et créer un truc qui nous correspond vraiment. Et pas attaché à notre base de départ, les cartes qui nous avaient été distribuées au début, finalement, on peut les remettre sur le bureau et puis décider qu'on va les mettre différemment dans un autre ordre, et c'est notre choix. Donc ça, c'est voilà, c'est l'équilibre psycho-émotionnel. Et puis, la santé se joue pas que, donc se joue à plein de niveaux. En fait, il y a le niveau physique, il y a le niveau émotionnel, il y a le niveau mental, il y a le niveau spirituel. Et tout ça, c'est interconnecté. Tout ça, ça communique ensemble. Donc la naturopathie, elle vous prend comme un être entier. Et elle vous aide à reconnecter avec cette entièreté. Et comment ça fonctionne? Donc quand on va voir un naturopathe, ce qui se passe, c'est qu'il vous fait une anamnèse, il vous fait un bilan de vitalité. Donc il vous pose énormément de questions. Souvent la séance, elle dure 1h30 à peu près, la première séance, parfois plus longtemps. Et le naturopathe pose énormément de questions pour apprendre à vous connaître. Des questions pour savoir combien d'heures vous dormez la nuit, qu'est-ce que vous mangez, comment vous digérez, des questions qui sont très intimes en fait physiquement, et puis aussi des questions en rapport avec votre histoire de vie, les maladies qu'il y a eu dans votre famille, les traumas que vous avez pu avoir. Et c'est un espace très intime, cet espace avec le naturopathe, où il y a des choses parfois qui sont dites, qui n'ont jamais été dites avant, parce que les médecins n'ont jamais posé ces questions-là, parce qu'ils n'ont pas le temps. En moyenne, chez le médecin, je crois que la vidéo a été suspendue. En moyenne, chez le médecin, la séance, c'est à peu près 17 minutes. Donc, contrairement à 1h30, vous imaginez tout ce qu'on a le temps de se dire, c'est énorme. Et le naturopathe, au vu de ce que vous lui avez dit, il va vous aider à élaborer une stratégie, en fait, un plan d'action qu'on appelle cure, recommandation. Et dans cette cure, dans les prochaines semaines, les prochains mois, il vous fait une liste de recommandations par rapport à votre profil, par rapport à qui vous êtes, par rapport à votre état du moment et là où vous avez envie d'aller vis-à-vis de votre santé, vis-à-vis de votre épanouissement. Et il va vous aider dans ce plan d'action. Et donc ce plan d'action, il va toujours reprendre tous les grands piliers de santé. Le repos, l'élimination, l'alimentation, l'équilibre psycho-émotionnel. Ça va toujours incorporer comme ça toutes les dimensions. Et le naturopathe, il veut que vous soyez d'accord avec ce plan d'action. C'est pas comme le médecin qui vous donne une ordonnance. Non, là c'est une collaboration, c'est une co-création de ce plan d'action. On forme une équipe. Et à partir de là, ce qui se passe, c'est qu'après, faut faire le boulot à la maison. Le boulot, il n'a pas été fait en séance de naturopathie. Il doit se faire après à la maison pour déployer le plan d'action. C'est pour ça que souvent, il y a un suivi. Il y a des séances de suivi naturaux, il y a éventuellement des appels intermédiaires ou des emails qu'on peut envoyer à son naturopathe parce que sur le moment, on n'avait pas de questions. Mais quand on commence à déployer ça à la maison, on se dit « Ouh là là, il y a un truc là, je n'arrive pas à le faire, il faut que je pose la question, il faut que je la rappelle, j'ai pas compris, ou là je me sens bloquée, ou là c'est difficile. » Et c'est pour ça, il y a une super belle interaction souvent entre les naturopathes et leurs clients parce que ça crée vraiment cet esprit d'équipe. Donc ça, c'était pour ce que je voulais dire. Et après, j'avais les questions. Si vous avez des questions, vous qui êtes là en live, coucou, n'hésitez pas à les poser là dans le live. Donc le live est sur la naturopathie. Je voudrais revenir peut-être sur ma découverte de la naturopathie avant de passer aux questions. Donc moi, je viens d'un milieu plutôt conventionnel, avec une famille qui allait chez le médecin quand c'était nécessaire, mais qui n'était pas trop médecin non plus, ou trop médicaments, mais qui n'était pas non plus remède naturel. Et pas bio, et pas naturo, et pas tout ça. Donc vraiment très conventionnel, voilà, mais pas non plus à faire une confiance aveugle au médecin. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai connu une errance médicale parce que j'ai souffert d'insomnie depuis l'enfance, et d'anxiété, et de brûlures d'estomac, et de problèmes ici et là, des choses qui n'allaient pas. Et puis, donc j'ai vu plein de médecins, j'ai vu des psys, j'ai vu voilà, un petit peu de tout.
Donc on m'a mis sous somnifères, sous anxiolytiques, sous décontractants et même sous antidépresseurs. Alors que j'étais pas déprimée, mais que potentiellement les antidépresseurs pouvaient m'aider à lâcher prise pour dormir. Donc j'ai pris des petites pilules pendant longtemps, surtout entre 20 ans et 28 ans. Ils ne m'en donnaient pas trop avant quand même, parce que c'était un peu jeune. Parfois ça marchait, les somnifères, parce que ça me permettait en fait ça me donnait un petit coup d'enclume et puis ça me permettait de dormir. Mais après le lendemain j'étais dans le pâté et j'étais pas en forme. Et parfois les somnifères marchaient pas, parce que j'étais trop dans le mental, j'étais trop résistante. Et résultat, le lendemain j'étais épuisée parce que j'avais toujours pas dormi et en plus j'avais le produit chimique dans mon organisme. Et puis, il y a eu un tournant. Donc, à l'âge de 28 ans, j'ai organisé un voyage pour mon entreprise. Je bossais pour une boîte et on est allé au Maroc et j'avais tout organisé. Et ça m'a sorti de mon contexte habituel. Et donc, j'étais au Maroc et j'ai pas dormi pendant ce voyage, ou très très peu, quelques heures. Et je pouvais pas manger parce que j'étais tellement épuisée, j'étais tellement dans un état de stress que j'étais une boule de nerfs, j'étais trop mal. Je pense que j'avais la diarrhée tout le temps. J'étais fatiguée. J'étais épuisée, j'étais à fleur de peau. Vous savez, on vous touche comme ça, vous avez envie de crier. Et donc quand je suis rentrée, je me suis dit il faut que ça s'arrête. Donc j'ai recommencé une thérapie, alors que j'avais déjà commencé avant, mais j'avais arrêté. Et puis j'ai pris un rendez-vous à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Donc il y a un service à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière qui s'occupe spécifiquement des personnes qui ont des problèmes de sommeil. J'ai dû attendre mon tour, 9 mois d'attente. Donc c'était en 2011, je crois. Donc j'ai dû attendre mon tour pour que... il y a beaucoup de gens qui attendaient. Donc je ne sais pas du tout aujourd'hui, en 2020, combien de personnes sont sur cette liste d'attente. À mon avis, c'est pas mieux parce qu'il y a toujours beaucoup de gens qui ne dorment pas bien. Et donc ils ont étudié mon sommeil avec des électrodes et ils m'ont dit que j'avais pas de problème physiologique. En fait, sur leur ordinateur, ils ne voyaient pas qu'il y avait un problème. Et le chef de service m'a convoquée et il m'a dit « Mademoiselle, vous ne savez pas dormir, je vais vous envoyer vers une sophrologue naturopathe qui va vous aider à comprendre comment conditionner vos journées pour après avoir des meilleures nuits. » Je n'avais jamais entendu parler de ce métier, je ne savais pas ce que c'était, c'était un monde complètement à part pour moi. Donc j'y suis allée, parce que c'est ce qu'il a proposé, donc je l'ai fait. Je mesure ma chance parce que je pense qu'il y a assez peu d'hôpitaux qui envoient vers des naturopathes. C'était une des questions d'ailleurs que je vais évoquer un peu après. Et j'ai rencontré Dany Trouillet, qui est une femme fantastique, qui est naturopathe, sophrologue et cadre de santé à l'hôpital. Donc c'est pour ça, le professeur, le chef de service, il avait confiance dans Dany parce qu'il la connaissait depuis des années et il savait qu'elle allait pratiquer une naturopathie pas mystique, vraiment avec des choses qui soient très sur le plancher des vaches, de bon sens, etc. et qu'elle allait m'enseigner tout ça. Et puis c'est une femme qui a un grand cœur. Donc il m'a envoyée chez elle et j'ai rejoint un groupe de rééducation au sommeil sur quelques séances et j'ai aussi fait des séances individuelles avec elle en naturopathie. Et là, j'ai commencé à comprendre que c'était ma responsabilité et que je devais travailler sur ce plan-là, ce plan-là, ce plan-là, etc. Elle y est allée avec brio, petit à petit, pour que je puisse comprendre. Et au bout de 2 mois, j'arrivais à dormir. Alors, pas des nuits parfaites, attention, des nuits d'insomniaque, mais quand même avec plusieurs heures sans me réveiller, avec une meilleure restauration le matin. Et du coup, mon équilibre d'appétit était plus équilibré, je me sentais mieux. En fait, il y avait des choses qui avaient bougé en peu de temps finalement. En 2 mois, j'avais réussi à changer énormément de choses. Et alors, pas seulement ça, parce que ce qui se passe, c'est que quand on règle un pan de la vie, souvent il y a d'autres choses qui sont impactées. Donc pour moi, ma peau est devenue plus belle, parce que j'ai toujours eu des problèmes avec des boutons ici, des boutons là, etc. Alors, les boutons, ça ne s'est pas amélioré du jour au lendemain, il a fallu des années de détoxification, mais ça s'est grandement amélioré. Maintenant, j'en ai presque plus. Je suis humaine, mais j'en ai presque plus. Par rapport à avant, c'est le jour et la nuit. Et alors qu'avant, j'étais sous pilule quand j'ai rencontré Dany. Et avant, quand j'avais des gros boutons, j'étais sous pilule. Et après, j'ai abandonné la pilule et j'ai détoxifié. Et après, ça s'est amélioré. Et j'ai perdu un peu de poids. Donc, j'ai toujours été plutôt à plus ou moins 3-4 kilos. Donc, j'ai jamais fait des yo-yo énormes. Mais clairement, mon équilibre s'est régulé. Je suis plus mince qu'il y a 10 ans.
et j'ai pas besoin de me forcer pour cette minceur. En fait, c'est un équilibre qui est naturel parce que maintenant je sais manger quand j'ai faim, je sais arrêter quand j'ai pas faim, je sais reconnaître une alimentation émotionnelle d'une alimentation de faim corporelle, je sais jeûner sur des courtes périodes quand j'en ai besoin, etc. Donc ça a quand même changé énormément de choses dans ma vie. Donc ça, c'est ma découverte de la naturopathie en tant que cliente. Et puis après, j'ai trouvé que c'était tellement bien que je voulais en savoir plus. Et donc, comment on fait pour en savoir plus? Il faut apprendre, il faut aller à l'école. Donc, je me suis inscrite à l'école de naturopathie. Donc, j'ai choisi ISUPNAT, que j'ai fait entre 2012 et 2015. Donc, le week-end, parce que j'avais besoin de travailler à côté. En fait, j'ai jamais eu les moyens de ne pas travailler à côté. Donc, j'ai toujours bossé. Et je voulais pas en faire un métier. Je voulais l'apprendre pour moi parce que je trouvais que c'était tellement génial. Après toutes ces années d'errance, c'était tellement génial que je voulais absolument savoir comment ça fonctionne. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, avant, j'étais hypocondriaque et j'avais peur de tout. J'avais peur, j'avais super peur d'être malade, j'avais peur d'aller à l'hôpital, j'avais peur que les choses soient toujours graves. On nous rabâche des trucs dans la santé, des trucs à la télé à propos des maladies. Il faut lutter contre les maladies, les méchants virus, les méchantes bactéries. Il vous arrive des trucs, c'est pas de chance en fait. Les maladies vous tombent dessus. Et j'étais vraiment dans cet état d'esprit-là. Et j'avais peur. J'avais vraiment peur. Et donc j'ai fait cette école de naturopathie pour pouvoir me confronter à cette peur et pour pouvoir mieux apprendre de la physiologie humaine, apprendre comment ça fonctionne et pour pouvoir récupérer les choses en main en fait. En fait, pour tout vous dire, c'est un peu comme si j'avais découvert qu'on m'avait menti. Quand j'ai découvert la naturopathie, je me suis dit, mais on m'aurait menti tout ce temps-là en fait. Et il y aurait autre chose, il y aurait une autre façon d'être au monde vis-à-vis de ma santé. Et donc c'est à partir de là, en fait, je suis devenue extrêmement curieuse. Donc j'ai fait cette école en 3 ans qui pour moi a été difficile parce que j'ai plutôt un profil littéraire. J'avais fait une école d'art avant, j'avais fait un master en communication et en intelligence économique et j'avais fait un bac plus 3 en art. En fait, j'avais appris à dessiner, etc. J'avais appris Photoshop, Illustrator, toutes ces choses-là. Donc je suis plutôt une créative, j'aime les mots, tout ça. Donc aller en école de naturopathie, ça a été rude parce qu'il y avait beaucoup de scientifiques, il y avait beaucoup de choses. On avait des cours d'anatomie avec un docteur, etc. Et donc pour moi, tout ça, ça a toujours été des choses qui étaient lourdes et difficiles à apprendre. Donc j'ai une copine, Mylène, qui est coach pour les enfants, qui venait à la maison et qui m'aidait à apprendre et tout ça. Mais ça a été une souffrance pour moi d'apprendre toute cette partie-là. Mais j'ai réussi. Comme quoi, hein, si moi j'ai réussi, je pense que tous les gens qui sont motivés peuvent réussir la naturopathie. C'est pas facile, mais on peut y arriver si on a un bon entourage qui nous aide et qui nous soutient et qu'on s'accroche. Et puis, j'ai eu des aventures entrepreneuriales pendant mes études où j'ai créé un site de rencontre. J'ai aussi créé une EURL pour être entrepreneur où je faisais du conseil en communication et santé. Et puis, mes entreprises n'ont pas vraiment fonctionné. Et du coup, j'ai dû les fermer. Et ça a été pour moi, ça a été dur, en fait. Et à la même période, je me suis dit que j'allais faire des stages en naturopathie. Tant qu'à être étudiante, autant m'immerger dans des stages, apprendre la naturo, vraiment y aller à fond, quoi. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un stage à Hawaï, dans une clinique de naturo, et un autre stage dans une clinique à Bali. Tout simplement, j'ai demandé. Donc, il y a des gens qui me demandent comment tu as fait pour avoir tes stages. J'ai écrit plein de mails et puis j'ai demandé. Et c'était des stages pas payés, donc des stages d'observation et puis de participation. Puis il y a des gens qui ont dit oui, donc j'ai fait des stages. J'ai juste payé mon voyage, j'ai payé mon coût de la vie. Mais j'ai été hébergée à Hawaï, mais je n'ai pas été hébergée à Bali. Mais le coût de la vie à Bali est pas cher. Et j'ai fait un stage pendant très longtemps dans une boutique bio à Paris, ce qui m'a permis beaucoup de me confronter aux demandes des clients parce que les gens dans les rayons, je leur disais que j'étais étudiante en naturopathie et puis ils me posaient des questions et puis moi j'étais de plus en plus à l'aise à répondre à leurs questions et ça m'a familiarisée et ça n'a pas été du jour au lendemain la vie en cabinet en fait. Il y a eu des intermédiaires avec ces stages, ça m'a beaucoup aidée à prendre la confiance que je pouvais effectivement aider les gens avec les choses que j'avais apprises.
Et puis, à la fin des études de naturopathie, je voulais aider un professeur en Ayurveda que je connaissais, parce que j'ai aussi appris l'Ayurveda en 1 an. Alors, c'est une formation très courte, hein, parce que l'Ayurveda, ça s'apprend, il faut 8 ans pour l'apprendre, ou toute une vie. Et moi, je voulais juste avoir des bribes d'Ayurveda pour comprendre comment ça fonctionne, pour voir faire des ponts avec la naturopathie, etc. Et ce monsieur voulait écrire un livre, et donc je me suis portée volontaire pour l'aider à écrire son livre. Finalement, le livre n'a pas vu le jour, mais moi j'ai rencontré des maisons d'édition, et j'ai rencontré First, et j'ai rencontré Sophie Rouanet. Coucou Sophie, si tu me regardes. Et Sophie était une éditrice qui venait de rejoindre son poste chez First, et elle cherchait de nouveaux auteurs, et ma personnalité lui a plu. Elle m'a posé des questions sur la naturopathie, combien il y avait de naturopathes en France, etc. Et après, elle m'a proposé d'écrire la naturopathie pour les nuls. Donc souvent, quand je dis aidez-vous, la vie vous aidera, c'est ça que je veux dire. C'est vous avez un projet, vous avez envie d'aider quelqu'un, vous avez envie de faire quelque chose, vous avez envie d'écrire un livre sur les sinusites en Ayurveda avec un grand professeur en Ayurveda, un peu âgé, qui fait des blagues et tout ça, et vous avez juste envie de l'aider et d'être à son contact pour apprendre des trucs. Et bien finalement, la vie, elle vous donne votre propre livre à écrire alors que vous avez 32 ans et que vous êtes juste une jeune naturopathe. C'est ça en fait, on fait quelques pas vers la vie et on lui dit bah voilà, je suis prête à faire ça, et la vie nous répond. Et c'est toujours une danse comme ça. Et de plus en plus, je me rends compte que s'engager et proposer et avancer comme ça, c'est toujours récompensé. Donc voilà, c'était l'aventure pour moi de commencer à écrire ce premier livre. Et puis à la suite de celui-là, il y en a eu 9 autres. Donc j'étais très prolifique pour écrire des livres sur la santé naturelle. Alors voilà, j'ai pas inventé la poudre, hein, c'est des choses que j'ai apprises à l'école, c'est des choses que j'ai apprises dans mes stages, c'est des choses que j'ai apprises parce que j'ai fait des interviews avec des gens. Tout simplement, j'ai compilé les informations qui me paraissaient les plus intéressantes pour rendre la naturopathie accessible, et surtout la naturopathie avec mon prisme, qui est une naturopathie joyeuse, qui est une naturopathie responsabilisante. Dedans, c'est pas triste, c'est pas austère, c'est pas voilà, c'est pas comme on peut parfois avoir l'image des pratiques de santé un peu tristounes, un peu grises. J'ai pas du tout cette vision-là, donc je pense que c'est pour ça aussi que mes livres ont marché et que mon cabinet a marché, c'est que pour moi, dedans, il y a beaucoup de joie. Et puis j'ai pratiqué 3 ans en cabinet. Au début, ça a été dur les premiers mois parce que personne ne me connaissait. Avant, j'étais pas sur les réseaux sociaux. J'avais très peur de me montrer. Voilà, donc pour moi, c'était l'enfer, tout ça. Et puis, j'ai appris qu'il fallait le faire, donc j'ai pris sur moi. Et puis, petit à petit, je me suis sentie de plus en plus en sécurité pour pouvoir le faire. Et puis, j'ai appris aussi par mes expériences entrepreneuriales précédentes que, en fait, être entrepreneur, ça s'apprend. Et que y a des choses qu'il faut faire, qu'il faut être créateur, qu'il faut être créatif, et puis qu'il faut adopter les différentes casquettes. Donc il y a une casquette de naturo, il y a une casquette de visionnaire par rapport à son activité, mais aussi visionnaire par rapport à ce qu'on a envie de porter comme type de valeur dans le monde, en participant de cette activité personnellement, mais aussi collectivement avec les autres naturopathes. Et puis après, il y a des choses à faire au niveau administratif, au niveau communication, plein de choses comme ça en fait. Donc petit à petit, j'ai appris. Donc ça a été dur, je dirais que c'est vraiment dur au début parce qu'au début, comme on ne gagne pas sa vie, on se dit pourquoi je fais ça. Et donc à chaque fois, on se dit oh là là, mais tous ces efforts, ça va être dur, est-ce que je suis sûre qu'un jour ce sera récompensé, tout ça, je ne suis pas sûre. Surtout, moi à l'époque, j'avais des amis le même âge, ils achetaient des apparts, ils faisaient une famille, ils partaient en vacances dans des endroits extraordinaires. Ils investissaient en fait aussi, enfin voilà, Et puis moi pas du tout, je vivais dans 14 mètres carrés, j'écrivais des livres un peu bohèmes qui étaient très mal payés, j'essayais d'avoir un cabinet pour une pratique qui n'est pas reconnue et tout ça, donc c'est vrai que c'est un choix de vie qui est à part encore, mais pour moi ce sera plus à part dans quelques années, pour moi ça va devenir complètement mainstream, en fait j'ai zéro doute, quand il y a quelque chose d'aussi précieux comme ça, derrière une pratique qui est naturelle, de bon sens, c'est évident qu'en fait c'est l'avenir. Donc ça là-dessus j'ai eu zéro doute, mais j'avais des doutes quand même quant au fait d'en vivre, quant au fait que ce soit épanouissant en fait, voilà, que l'enjeu à long terme pour moi ça allait marcher, je ne savais pas. C'était un pari et puis je suis contente de l'avoir fait parce que ça a marché pour moi.
Il m'a fallu à peu près 2-3 ans pour vivre de mes activités, c'est-à-dire ne plus avoir à côté d'autres boulots pour faire bouillir la marmite. J'aurais pu gagner du temps si j'avais su tout ce que j'ai su, tout ce que j'ai appris en fait sur le terrain. Et c'est pour ça maintenant que je dédie ma vie aux thérapeutes, aux praticiens qui se lancent, parce qu'en fait, je leur fais gagner énormément de temps en partageant tous les questionnements qu'il faut avoir avant de se lancer, pendant qu'on se lance, en communication, en administratif, aussi dans la pratique, dans le cœur de la pratique, etc. Ça aide énormément. Et donc, maintenant que j'ai compris, en fait, je voudrais éviter aux autres de galérer comme ça. Et je le fais parce que j'ai envie de le faire. Donc, il y a une partie, parce que ça me fait plaisir de le faire, mais il y a aussi une partie très égoïste, c'est que j'ai envie de vivre, moi, dans un monde où les naturopathes gagnent bien leur vie, où les praticiens de santé sont visibles, où ils ont pignon sur rue, où ils font des conférences, où ils interviennent dans les écoles, où ils passent à la télé, où ils écrivent des livres, où ils ont une vraie présence. Et ça me donne des émotions parce que je pense qu'au début, je me suis sentie drôlement seule là-dedans. Et puis les naturopathes que je connaissais, ils étaient un peu timides et tout ça. Et voilà, je trouve que c'est pas à nous de nous cacher. En fait, on devrait être partout. On devrait répandre la bonne parole, répandre la parole de bon sens partout dans le monde. On devrait dire aux gens que c'est possible. On devrait partager plus les chemins de guérison des personnes qu'on a accompagnées, parce qu'il y a plein de gens qui se sont sortis de maladies chroniques, dont les médecins disent non, il n'y a rien à faire, rentrez chez vous, puis prenez cette prescription. Et c'est pas vrai du tout, parce qu'en fait, si on reprend tous les 4 piliers de santé que j'avais évoqués tout à l'heure, les gens, ils ont la main sur énormément de choses, simplement ils ne le savent pas, et on vit dans une société qui est très déresponsabilisante, qui est très victimisante, et plus nos activités vont devenir mainstream, plus la société va se transformer, et plus les gens seront autonomes, épanouis, responsables, heureux, et c'est à nous de le faire en fait, ce travail d'évangélisation de tout ça. Donc je le fais pour moi parce que j'ai envie de vivre dans ce monde-là. Et donc voilà, c'est pour ça que j'aide les thérapeutes aujourd'hui à le faire, à prendre leur place. C'était un peu mon cri du cœur. Donc maintenant je vais passer aux questions que j'ai reçues dans les box questions là, quand j'avais fait les stories. Mais si vous en avez d'autres, vous pouvez aussi les écrire dans le chat. Alors, question numéro 1. Comment régler ces soucis d'endormissement et de sommeil? Donc, très bien, c'est donc ma question, la question de comment moi j'ai fait. Pour moi, ça a été beaucoup une question de rythme. C'est-à-dire que c'est en me levant tous les jours à la même heure et en me couchant tous les jours à la même heure pendant plusieurs semaines que j'ai pu réguler mon rythme. Quand on a des troubles de sommeil, souvent on essaie de dormir quand on arrive à dormir. C'est-à-dire, tiens, là j'arrive à dormir, je vais dormir, c'est le milieu de l'après-midi et c'est ok. Mais en fait, c'est pas ok. Parce que si on souffre d'insomnie depuis longtemps, le premier truc à régler, c'est le rythme. Et ça, c'est super important. Et au début, c'est galère. Parce que ça veut dire qu'on ne peut plus récupérer comme on avait l'occasion de le faire avant et on est épuisé. Mais ce qui est bien, c'est qu'on commence par dormir la nuit. En fait, finalement, au bout d'un moment, on est tellement fatigué qu'on va réussir à redormir la nuit. Et puis après, il y a des choses à savoir en termes de rythme. C'est-à-dire qu'il faut faire de l'exercice ou en tout cas bouger son corps, peu importe ce que vous choisissez. Vous pouvez danser le matin, aller faire du sport, aller marcher, comme vous voulez, plutôt dans les premières heures de la journée, matin ou midi, pour qu'il y ait du mouvement et pour que ça bouge. Ensuite, il y a des choses au niveau de l'alimentation. Donc là, il faut trouver l'alimentation qui vous correspond. Je ne peux pas faire des recommandations comme ça à l'oral, n'importe comment. Il faut trouver ce qui vous correspond à vous, mais il y a quand même des évidences. En fait, il ne faut pas manger trop tard le soir, trop près du coucher, parce qu'il faut avoir du temps pour pouvoir digérer avant de pouvoir aller se coucher. Parce que si le système digestif il est en souffrance et qu'il est surchargé, fatigué, épuisé parce qu'on vient juste de manger, ce qui se passe, c'est qu'on ne va pas pouvoir s'endormir tranquillement. Et même si on s'endort, ça risque de faire des micro-réveils parce qu'en fait, il y a trop d'activité digestive. Donc l'idéal, c'est de dîner assez tôt, quelque chose de léger et quelque chose dans lequel il n'y a pas de sucre et il n'y a pas d'excitant. Donc pas de viande rouge, pas de vin, pas toutes ces choses en fait qui sont des excitants, pas de dessert. Et ouais, c'est chaud ça, quand on a eu l'habitude de manger des desserts toute sa vie, pas de dessert, surtout le soir. Et j'ai tout fait.
parce que bon, j'étais pas bien, hein. Donc moi j'ai tout fait et ça a bien fonctionné en fait tout ça. Après, il peut y avoir aussi des remèdes naturels qui viennent en support, comme certaines plantes. Je pense à la griffonia, je pense à des tisanes comment ça s'appelle, valériane, qui sont la chaussette. Tout ça, ça marche surtout quand on en prend tous les jours pendant plusieurs semaines en fait. Et puis après, des pratiques où on coupe l'ordinateur, les écrans, 1 ou 2 heures avant le coucher, écrire ses pensées pour les mettre sur le papier, pour qu'elles arrêtent de tourner comme un petit vélo. Il peut y avoir des pratiques d'automassage, massage des mains, massage des pieds. Il peut y avoir plein de choses en fait qu'on peut mettre en place le soir pour se sentir bien, en fait, rentrer dans une bulle et petit à petit favoriser le sommeil. Avec le temps, je vous rassure, on n'est pas obligé de faire tout ça pour continuer à bien dormir. On peut lâcher la bride, mais quand on a quand même une tendance sensible au niveau du sommeil, on va garder une grande partie de ces recommandations-là. Donc ça, c'est très important. Alors, le soleil a bien tourné, donc je vais bouger l'ordinateur, bouger l'écran. Mettre peut-être ici. On va voir. C'est mieux. Ok. Pardon. Ok. Ensuite, deuxième question que j'ai reçue. Comment soigner l'acné adulte du visage? Donc j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Au niveau, moi, de mon expérience avec les problèmes de peau. Je pense que moi, mes problèmes de peau, je les ai beaucoup améliorés parce qu'au fil des années, je me suis détoxifiée. Donc j'ai fait beaucoup de cures détox, comme on dit en naturopathie. Et ça m'a permis de régler les problèmes de peau que j'avais, qui étaient vraiment très réguliers, très en lien avec mon cycle. Le problème de la peau, il est à plusieurs niveaux. Il est souvent en rapport avec le niveau digestif et il est souvent en rapport aussi avec nos hormones aussi et aussi en rapport avec notre relation au monde. Parce qu'en fait, la peau, c'est notre barrière entre nous et le reste du monde. Donc, le rapport avec notre environnement, le rapport avec le relationnel avec les gens, le rapport avec le fait d'être vu, le rapport avec... il y a plein de choses. Donc, digestif, hormonal, détoxification du corps dans sa globalité, ça peut prendre des années quand on s'est toxifié, quand on s'est bouffé des toxines pendant des années. Et puis, rapport aux autres, rapport au reste du monde, parce que c'est la première chose qu'on voit de nous et c'est notre barrière entre nous et les autres. Voilà pour la question. Ensuite, quelle formation je recommande? Alors aujourd'hui, si c'était à refaire, je ferais l'école d'Odile Chabriac. Donc c'est l'INH, parce que j'adore Odile, je la trouve géniale. C'est une psychothérapeute naturopathe qui a écrit des super livres sur la puissance du féminin et tout ça. À l'époque, son école, elle n'existait pas quand moi j'ai fait Isupnat. J'ai fait Isupnat, je vais vous dire tout de suite, je n'ai pas été dans 10 000 écoles pour faire des portes ouvertes. La naturopathe que j'avais vue, Dani, elle avait pris des cours à la carte à Isupnat et elle avait fait une école par correspondance par ailleurs parce qu'elle n'avait pas le temps de faire une école en présentiel. Et donc elle m'avait dit qu'Isupnat c'était bien, j'ai fait la porte ouverte et je me suis inscrite. Donc en fait j'étais tellement sûre que j'avais envie de l'apprendre et pour moi c'était pas un plan de carrière, je ne me suis pas posé 10 000 questions en fait, ça s'est fait. Tout comme pour l'argent, j'avais pas l'argent au début des études, donc j'ai payé le premier versement, j'avais les 3 000 et après c'était 200 € par mois pendant 3 ans et je savais pas comment j'allais faire pour payer jusqu'au bout. J'ai fait confiance que j'aurais assez de travail alors que j'étais entrepreneur et que c'était la galère. Mais il y a un moment, il faut avoir un peu des couilles dans la vie et quand on se dit je sens qu'il y a un truc qui m'intéresse, il faut se donner les moyens de le faire. Et se donner les moyens, ça veut dire peut-être pas de resto, pas de vacances, pas de vêtements, pas tout ça. Et moi, c'est des choix que j'ai faits et franchement, mais c'est les meilleurs choix que j'ai faits de ma vie. Quand je vois la vie des autres qui ont fait d'autres choix, parfois, je me dis ah ouais quand même, j'ai de la chance en fait. J'ai de la chance. J'ai de la chance d'avoir senti que j'avais pas le choix et que pour moi c'était vraiment le chemin qui était le plus intéressant que par rapport aux autres chemins. Bon après, j'ai jamais fumé, j'ai jamais bu d'alcool. Ce sont des choses qui coûtent extrêmement cher, je pense, dans la vie des gens. Donc j'ai dû faire énormément d'économies dans ma vie en ayant une vie saine déjà depuis longtemps. Donc les formations, pour répondre à cette question, pour moi il y a plein d'écoles qui sont géniales. Donc il faut aller aux portes ouvertes, il faut rencontrer les professeurs, il faut parler avec les anciens étudiants,
Il faut aller dans les groupes Facebook, il faut poser des questions, consulter des naturopathes, demander quelles écoles ont fait les naturopathes que vous rencontrez. Soyez curieux et puis après, allez-y au feeling. Voyez ce qui fonctionne pour vous, là où vous sentez que ça va le faire, que vous avez envie d'aller là-bas toutes les semaines ou tous les 15 jours, d'apprendre des choses auprès de ces gens-là. En fait, tout ça, c'est aussi très intuitif en fait, parce que je pense qu'on ne peut pas vraiment faire un mauvais choix. Parce qu'en fait, après, on va faire de la naturopathie avec qui on est. Et donc, le programme, il est plus ou moins le même dans la plupart des écoles, même s'il y en a il y en a qui sont plus hygiénistes, il y en a qui sont plus un petit peu mystiques, qui vont avoir des choses un peu plus en lien avec l'énergie, tout ça. Mais voilà, enfin, moi, j'ai fait plutôt une école hygiéniste qui n'était pas trop mystique. Mais aujourd'hui, avec celle que je suis aujourd'hui, celle que je suis devenue, je suis beaucoup plus mystique qu'avant, par exemple. Donc, si c'était à refaire, j'aimerais bien qu'il y ait ça dans mon école. Donc, voilà, c'est pas grave. Après, vous ferez d'autres formations additionnelles. En général, quand on a fait une formation de naturopathie, on a envie de faire d'autres formations après parce qu'il y a plein d'autres choses en fait. À chaque fois, on a ouvert des petites portes et on a envie d'ouvrir d'autres portes et on a envie de découvrir tellement de choses que voilà, c'est l'œuvre d'une vie en fait. C'est un chemin on va tout le temps apprendre toute notre vie. Alors, ensuite, peut-on apprendre la naturopathie sans faire d'école ? Non. Tout simplement, parce qu'en fait c'est trop complet. Alors si on veut l'apprendre pour soi, on peut lire des livres, hein. Moi j'en ai écrit plein, vous pouvez lire mes livres, vous pouvez regarder des documentaires sur la naturopathie, vous pouvez faire des choses comme ça pour vous en fait. Mais si vous voulez vraiment apprendre la naturopathie et devenir naturopathe, il faut faire une école, ça dure au moins 1200 heures, il faut faire des stages, il faut écrire un mémoire, et ça a une raison en fait, c'est que tout à l'heure je vous expliquais que la naturopathie ça agit à plein de niveaux. Et pour pouvoir comprendre comment ça agit à plein de niveaux, il y a plein de cours. Il y a plein de cours qui sont en lien avec la physiologie, avec les pathologies, avec les remèdes naturels, avec l'alimentation, avec les différents systèmes du corps et comment ils communiquent entre eux. C'est impossible de l'apprendre en un claquement de doigts. Ça doit être long, c'est obligé, parce que c'est un processus de transformation, même pour nous en tant que naturopathes. Et donc, c'est obligé que ça dure au moins 1200 heures. Donc, les écoles qui proposent très peu d'heures, moi, je vous recommande de vous méfier parce que vous n'allez pas vous sentir légitime souvent. Alors, à moins que vous ayez un background médical, que vous soyez infirmière ou quoi que ce soit et que vous ayez déjà beaucoup de choses que vous savez, alors sinon, il vous faudra bien le nombre d'heures, voire plus, pour vous sentir à l'aise de pratiquer votre métier. Donc, voilà pour ma réponse. Est-ce que je considère qu'il y a eu un avant et un après naturo ? Oui, c'est le jour et la nuit. Parce qu'en fait, je suis beaucoup plus responsable de ma vie maintenant, je suis beaucoup plus autonome, je suis beaucoup plus capable de faire la différence entre ce qui m'appartient à moi, avec mes ressentis. Alors là, j'en parle d'un point de vue santé, mais aussi d'un point de vue de la vie en général. C'est-à-dire ce qui m'appartient à moi dans mon univers intérieur, ce qui appartient à l'extérieur dans l'univers extérieur, et comment moi, je peux être créatrice de mon univers intérieur en relation avec l'univers extérieur. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair comme ça, expliqué comme ça, mais pour moi, ça a été une révolution, une immense révolution dans ma vie. Et ça a été pour moi aussi une étape intermédiaire vers d'autres choses, parce que je le voyais bien quand j'étais en études de naturopathie, je me disais, est-ce que j'ai envie de faire ça toute ma vie ? Je ne suis pas sûre. Alors il se trouve que j'ai quand même pratiqué pendant 3 ans et que j'ai adoré le faire, mais je savais que ce n'était pas la destination finale, et c'est pour ça que j'ai continué à me former en continu. À chaque fois que j'ai gagné de l'argent, depuis le début de ma vie d'accompagnante, j'ai toujours réinvesti dans beaucoup de formations. Et du coup, maintenant, j'ai fait plein de formations et maintenant, je suis formatrice à mon tour. Et je sens que ce qui me fait vraiment kiffer aujourd'hui, c'est d'accompagner les gens à se transformer, à se connecter à leur mission de vie, à s'écouter, à écouter leur petite voix intérieure et à transformer le monde, à être vraiment des créateurs, des créatrices et à aider les gens à être des créateurs et des créatrices. Donc, c'était une étape intermédiaire et si je ne l'avais pas vécue, je n'aurais pas pu faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, parfois, je dis aux gens, vous sentez qu'il y a quelque chose que vous avez envie de faire, mais ça ne vibre pas à 100%, il faut y aller quand même, parce que c'est certainement une étape intermédiaire sur votre chemin, et derrière ce qui vibre plus fort, ça va arriver juste derrière. Mais si vous ne vivez pas l'étape première, vous ne saurez pas ce qu'il y a derrière. Donc il faut y aller, et c'est pas grave. La vie, elle est longue, on a le temps d'avoir plein d'étapes intermédiaires. Ensuite, comment intégrer la naturopathie dans le système hospitalier ?
C'est une bonne question parce que je pense que c'est possible dans une certaine mesure, comme par exemple ce professeur de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière qui m'a envoyé vers une naturopathe, mais qui pratiquait dans un atelier qu'elle avait créé dans le 13e arrondissement. Donc, il m'a envoyé à l'extérieur, mais il m'a quand même recommandé à elle. Et j'avais aussi des choses, des biofeedbacks à faire à l'hôpital et tout ça. Aujourd'hui, c'est possible avec certains praticiens de santé, certains médecins, certains services hospitaliers, etc. Mais c'est pas encore mainstream. C'est vraiment le truc, c'est petit bout par petit bout, une personne qui fait confiance à une personne, qui va inviter une personne pour faire un atelier dans un service hospitalier, etc. C'est encore très timide et c'est encore au bon vouloir des gens qui sont en place et qui sont ouverts ou pas à nos pratiques. Et nous, dans ces cas-là, on marche aussi sur des œufs parce que on sait qu'on est invité et qu'on ne peut pas tout dire, etc. Donc, c'est pas très très évident non plus pour nous en tant que praticiens. Mais c'est quand même de plus en plus possible. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'un jour, on crée une médecine intégrée de bon sens, où on prend le meilleur de la médecine conventionnelle et le meilleur des médecines traditionnelles ancestrales, en fait, de bon sens, et qu'on puisse faire fusionner les deux ensemble, et c'est bien là qu'on va aller. Le problème, c'est que tout est aujourd'hui gangréné par l'argent, et que tout fonctionne à cause de Big Pharma, où voilà, c'est Big Pharma qui tire les ficelles. On vit aujourd'hui une année extraordinaire où les gens commencent à se rendre compte qu'en fait on nous sort des gros mensonges depuis longtemps sur plein de sujets, sur tous les sujets de santé qu'on est en train de nous sortir. Le gros mensonge virus de cette année, c'est le virus mortel qui tue les gens, alors qu'en fait il y avait beaucoup de comorbidités, donc des pathologies, multiples pathologies chez une grande partie des personnes qui sont décédées cette année, et potentiellement le Covid ou toute autre infection respiratoire qu'ils ont pu croiser cette année a précipité leur décès. Comme chaque année, ça doit arriver certainement. Donc, on nous sort des gros mensonges extérieurs au lieu de ramener la responsabilité à l'intérieur. Donc, tant que le monde va fonctionner comme ça, moi, j'ai pas beaucoup d'espoir d'intégrer la naturopathie dans le système hospitalier. Je pense que ça viendra autrement, ça viendra d'un ras-le-bol des gens en tant qu'utilisateurs du système de santé et en tant que... Voilà, les gens, ils vont s'ouvrir, ils vont s'éveiller, ils vont se dire « mais c'est pas vrai ça, et ça non plus c'est pas vrai, et ça non plus c'est pas vrai, peut-être qu'il y a autre chose, peut-être que je peux faire autrement ». Et en même temps, j'espère qu'il y ait une armée de lumière, de naturopathes, de praticiens de santé naturelle de tous horizons, énergéticiens, pratiques énergétiques, thérapeutes, une armée de lumière qui en même temps va débouler, être vraiment fière de ce qu'elle fait, se montrer, sortir du bois, participer en partageant des chemins de guérison, des gens qu'ils ont reçus, etc. Et que tout ça, ça va faire comme une grande vague, c'est ça la deuxième vague, hein. C'est nous, c'est la vague de gens qui disent « mais regardez, il y a vraiment une autre façon de faire ». Et donc je pense que les solutions ne vont pas venir des institutions hospitalières, les solutions vont venir certainement des individuels, d'un gros ras-le-bol, et des praticiens qui vont se prendre par la main, qui vont s'organiser en réseau pour parler plus fort et pour être plus visibles, qui vont faire plus de conférences, plus de programmes en ligne, plus de livres, plus d'interventions pour montrer qu'ils sont là. Et parfois j'ai la question, est-ce qu'il n'y a pas trop de naturopathes, est-ce qu'il n'y a pas trop de praticiens de santé, etc. Alors moi je dis non, parce que je veux dire, tant que je prendrais un jour un taxi ou que je rencontrerai quelqu'un un jour à un dîner et que je lui dirai que je suis naturopathe et qu'on me dira « naturo quoi ?» c'est qu'on n'est pas assez nombreux parce que l'information n'est pas arrivée jusqu'à eux. Ça veut dire qu'on n'a pas bien fait notre boulot ou qu'on n'est vraiment pas assez nombreux pour pouvoir porter notre voix et qu'elle porte plus loin et qu'il y a un vrai changement en fait sociétal. Donc non, on n'est pas assez nombreux et rejoignez les forces de la lumière parce qu'on a besoin de vous. Et puis, la dernière question que j'ai là, mais peut-être que vous avez des questions là, à quel point l'école peut être différenciante dans la formation ? Pour moi, à moins que ce soit vraiment une mauvaise école, et j'en connais pas vraiment, en fait, la naturopathie, c'est ce que vous en faites après, qui va faire la différence en fait. C'est avec votre couleur, avec votre teinte, avec vos aptitudes. Souvent, les naturopathes, ils sont pas que généralistes. Donc, la vidéo était suspendue encore. Tous les naturopathes sont généralistes,
Et en plus, ils ont des cordes à leurs arcs. Donc soit ils sont réflexologues, ou ils font une pratique énergétique, qui n'est pas de la naturopathie, mais qui a été ajoutée comme corde à leurs arcs, à leur boîte à outils, ou ils sont coachs. Le coaching, je trouve que c'est vachement intéressant parce qu'en fait, ça aide la personne à se transformer. Et quand on est naturopathe, souvent on donne des recommandations, mais on a du mal à permettre la transformation de la personne qui est un peu bloquée dans ses schémas de fonctionnement. Donc c'est pour ça qu'ajouter la brique coaching, c'est super. Mais il y a plein d'autres choses à faire. Moi, quand j'étais en cabinet, j'avais ajouté la brique EFT, libération émotionnelle. Donc les gens que je sentais qui avaient besoin, je leur disais que je faisais ça aussi. Et après, parfois, ils revenaient pour une autre consultation et on travaillait sur la brique émotionnelle. Donc c'était super. Pour moi, d'avoir des journées aussi où je n'avais pas que de la naturo, c'était bien, c'était mieux équilibré d'avoir plusieurs choses à faire avec les personnes. Donc voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Je crois que ça va faire bientôt 1 heure, si ce n'est pas déjà le cas. Et je voudrais savoir si vous avez d'autres questions. Je crains de ressentir la solitude et l'isolement en pratiquant la naturo au cabinet. Comment me rassurer? Alors, créer des réseaux. Tu vois, moi par exemple, en 2016, j'ai créé le Networking Naturopathie à Paris. Donc il a toujours lieu le premier jeudi du mois à Paris, chez Naturaterra qui est un bar à tisane. Maintenant, il y a Antonin, que j'ai vu passer là tout à l'heure, qui propose le Networking Naturopathie de temps en temps en ligne. Et donc du coup, il propose des dates en ligne. La prochaine fois, c'est mercredi 23. Et puis après, voilà, en fait, il faut que tu te rallies aux autres naturaux dans ton coin et aussi aux autres praticiens de santé, les ostéopathes, les kinés. Souvent, ils nous aiment bien parce qu'on a des choses en commun. Et moi, j'ai bossé dans des cabinets de kinés et je leur envoyais du monde et ils m'envoyaient du monde. Et en fait, il y avait vraiment, il n'y avait pas d'isolement. Et après, voilà, soit tu rejoins des réseaux qui existent déjà, soit tu crées ton propre réseau si on n'a pas déjà. Mais reste pas toute seule, parce que vous pourrez plus porter votre voix si vous êtes nombreux. Alors, peut-on se lancer en tant que naturo sans être omniprésent sur les réseaux? Moi, j'ai un souci pour me montrer, me mettre en scène. Oui, alors oui et non. Oui, dans un sens, parce que tu n'es pas obligé d'être présent numériquement. Tu peux être présent dans ta ville avec des affichettes, avec des flyers, des cartes de visite. Tu peux faire des interventions dans la bibliothèque de ton quartier. Tu peux faire plein de trucs localement pour être connu localement et que les gens t'envoient du monde en fait. Aller rencontrer les praticiens de santé, leur dire ce que tu fais, leur offrir des séances pour qu'ils comprennent vraiment ce que tu fais et qu'après ils t'envoient du monde. Donc il y a plein de façons de le faire. Par contre, si tu veux travailler en ligne et si tu veux travailler à distance, être un peu nomade, tu vois, comme j'ai créé, c'est pas possible. C'est-à-dire que je te dis tout de suite, tu peux pas être invisible sur Internet et espérer développer une activité nomade ou numérique. Ça, il faut être visible numériquement. Mais si c'est une activité locale, c'est pas du tout obligatoire, vraiment, du tout. Il y a plein de façons de le faire. Il y a autant de façons de réussir qu'il y a d'humains. Il faut écouter son énergie, il faut voir ce qui est juste pour soi, il faut créer ce qui est juste pour soi, essayer des trucs et puis garder ce qui marche. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Les gens me disent merci, c'est moi qui vous dis merci. Je vous dis merci d'être là, merci d'avoir envie de vous former, merci de vous reconvertir, merci de porter votre voix, de rejoindre la grande tribu des praticiens de santé naturelle. On est plus forts ensemble, vraiment. Un seul, tout seul, c'est super déjà. Mais si on est des centaines, des milliers, tout ce qu'on va faire ensemble. Alors je ne vois pas s'il y avait des questions plus haut, je suis désolée. Si vous en avez d'autres, vous pouvez y aller encore quelques instants. Et puis sinon, ce sera la fin de toute façon. Qu'est-ce que j'avais de plus à vous dire? Suivez votre route, ce que vous avez envie d'apprendre, apprenez-le parce que certainement ça fera sens au bout d'un moment. Vous allez pouvoir connecter les points entre eux. Et voilà, même si sur le moment ça ne fait pas forcément de sens, vous verrez que tout ça à la fin ça fait une belle tambouille, une belle recette et que vous allez faire un beau gâteau avec qui vous êtes. Donc suivez vos passions même si vous avez l'impression que c'est un truc qui vous intéresse que vous. Certainement qu'il y aura des clients après qui seront intéressés parce que vous aurez choisi aussi. Alors une question, quand on se lance, combien de temps doit-on attendre avant de pouvoir vivre de son activité? Il n'y a aucune règle.
Il y a des gens qui vivent de leurs activités au bout de quelques mois, et il y a des gens qui n'en vivent pas au bout de 10 ans. Ça dépend des efforts qu'on met pour se connaître, pour se faire connaître, pour être visible, pour trouver des clients. Moi, dès le début, ce que je recommande, c'est d'avoir des consultations, même gratuites, même sur donation, des amis d'amis, que les gens autour de vous savent ce que vous faites. S'ils savent ce que vous faites, ils vont vous envoyer du monde. Et ne restez pas comme ça à attendre les bras croisés que les clients arrivent. Il faut être proactif, il faut apprendre à devenir un entrepreneur. Et ça, c'est du boulot en fait, et c'est un travail à temps plein quelque part. Donc, faites de votre travail à temps plein votre travail, c'est d'obtenir des clients, jusqu'à ce que vous ayez des clients et que ça devienne votre travail à temps plein. C'est ça en fait. Et ça arrive en fait, ça peut arriver très vite, hein. Il y a des gens qui vivent très vite de leurs activités. Et puis comme je disais, il y a des gens au bout de 10 ans, il n'y a toujours pas assez de clients. Et ils ont toujours un boulot à temps partiel, etc. Donc ça dépend des efforts que vous allez fournir. Quelle différence entre l'école d'Odile et les autres? Instinctivement, je vais vers elle. Écoute, moi je pense qu'Odile, elle a quelque chose de très moderne. Elle est très très connectée à son cœur déjà, et elle est très... il y a une grande justesse dans ce qu'elle propose, avec une grande fusion entre l'équilibre psycho-émotionnel, parce qu'elle est psy, et en même temps toute la naturopathie pratique, en fait, hygiéniste, mais aussi humaniste. Et donc, elle a créé quelque chose, un beau mix qui fonctionne super bien. Mais il y a aussi d'autres écoles qui sont très bien, tu vois. Donc, c'est... Voilà, aujourd'hui, moi, c'est celle que je ferai. Mais il y en a plein d'autres qui sont géniales. Et qu'est-ce que je pense des écoles en e-learning? Eh bien, je pense que c'est très bien, surtout si on travaille, qu'on a des enfants, etc. Le e-learning, c'est très bien. Mais qu'il faudra en plus des choses, il faudra en plus des stages, il faudra en plus d'autres choses en présence avec des gens, pour vivre une naturopathie incarnée, ou alors se réunir dans ta ville avec des naturopathes pour se voir physiquement. Je pense que le tout numérique pour la naturopathie, comme c'est quelque chose de très incarné, c'est dommage. Donc une partie numérique et une partie où tu fais des stages et où tu rencontres des gens, etc. Je pense que ça peut très bien fonctionner aussi. Voilà, alors je crois que j'ai fait le tour. Je vous souhaite... merci d'avoir été là d'abord, merci d'avoir été là, merci d'avoir envoyé vos questions et puis d'avoir posé des questions ici. Rejoignez les rangs si vous sentez que la vie vous appelle à le faire. Et puis si vous êtes juste un curieux de la naturopathie, eh bien prenez rendez-vous avec un naturopathe parce qu'en fait c'est la meilleure façon de faire, c'est de le vivre de façon personnalisée, d'avoir une vraie séance avec quelqu'un, d'aller jusqu'au bout, de faire des cures, d'être de plus en plus curieux vis-à-vis des réactions de son corps. Et voilà, allez-y à fond, quoi. Il y en a plein, partout maintenant, des naturopathes. Trouvez-les. Et puis, restez pas tout seul. Que vous soyez curieux de la naturopathie, ou naturopathe en devenir, ou naturopathe installé, connectez avec les autres, en fait. On est ensemble. Vous n'êtes pas tout seul. Merci pour votre présence et je vous souhaite plein de santé, plein d'épanouissement, plein de bonheur. Et à bientôt.